Cette question, c'est comment se passent généralement les entraînements de calisthénie? Yo tout le monde, c'est Ismaël de la chaîne Atawari. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de comment se passent mes entraînements de calisthénie. J'ai quelques abonnés qui m'ont demandé comment se passent généralement les entraînements en calisthénie. Je vais répondre à cette question en prenant mon exemple. Et dans cette vidéo, je vais vraiment prendre le temps de partager comment se passe ma routine. Dans un premier temps, donc on va diviser cette vidéo en trois parties. La première partie concerne le avant l'entraînement. Ensuite, ce que je fais pendant l'entraînement. Et dans la troisième partie, ça va être plutôt ce que je fais après l'entraînement. Première partie de la vidéo, ce que je fais généralement, donc avant l'entraînement, la tenue vestimentaire. Je choisis une tenue adaptée à la saison, étant donné qu'on est en Bretagne, qu'on est en hiver, qu'il fait froid. Généralement, j'essaye d'être un peu couvert avant de sortir, en pull, jogging. Et l'idée, c'est, si on s'entraîne en intérieur, de pas arriver à la salle étant froid, parce que certaines salles ont vachement froid. Sachant qu'avant, quand je commençais la calisthénie il y a 7 ans, je m'entraînais à l'extérieur, la tenue était quand même très importante. Après, quand c'est l'été, généralement en calisthénie, on est en street workout, on est un peu torse nu, donc l'idée c'est pas forcément pour faire le kéké entre guillemets, mais c'est généralement parce qu'on se filme pas mal et vu qu'on a un sport assez visuel, ça nous permet de mieux visualiser un petit peu au niveau de la contraction musculaire, peut-être les abdos qui rentrent, qui sortent selon le mouvement qu'on fait. C'est quand même important de choisir la tenue adaptée. La deuxième chose concerne l'équipement que j'ai besoin durant mes entraînements. Généralement, au niveau des équipements, pour commencer, pas besoin de beaucoup d'équipements, mais après, au fur et à mesure, on s'achète des équipements de plus en plus spécifiques à la figure qu'on vise. Je prends quelques exemples. De la magnésie si on a les mains trop moites, des protèges poignets si on apprend une nouvelle figure et on manque un peu de mobilité, des coudières pour protéger les coudes et pour garder les coudes au chaud si jamais on s'entraîne à l'extérieur. Et très important et qu'on néglige, une caméra ou téléphone pour se filmer avec un trépied évidemment. C'est mieux pour mieux placer la caméra et pouvoir avoir un retour après séance, ce qui permet de peaufiner les petits problèmes techniques parce qu'on a quand même un sport assez visuel. Ensuite, troisième chose, toujours avant l'entraînement, ce qui est important, c'est quand même le confort. Quand je parle du confort, c'est prévoir ce qu'il y a autour de l'aspect psychologique, voire l'aspect visuel en elle-même. Au niveau de l'aspect psychologique, c'est garantir ce qu'on appelle le focus attentionnel, être concentré pleinement dans sa séance. Et l'idée, c'est par exemple se procurer des écouteurs de très bonne qualité pour s'isoler du bruit ambiant, sachant qu'il y a des personnes évidemment qui peuvent s'entraîner sans ces écouteurs. Il y en a qui préfèrent les casques. Le problème des casques, c'est souvent quand on commence à être un peu en mouvement, il y a des casques qui bougent pas mal. Les écouteurs, ça permet vraiment une immersion. Moi, je trouve que c'est bien. Après, peu importe, tant qu'on arrive à s'isoler parfois, en tout cas dans les moments, ce qu'on appelle des tentatives, on essaie de s'isoler au maximum pour rester focus. Ensuite, toujours niveau confort, avoir une bonne playlist, c'est quand même top. Je dirais. Je ne dis pas qu'il faut absolument écouter des musiques hard school, des musiques de rock énervées, pas forcément. Parfois, écouter de la musique assez entraînante est déjà assez suffisant, je pense, pour garder sa motivation tout le long de la séance. Et ça peut parfois même remplacer un petit peu ce coup de pré-workout. Et ce qui nous amène donc au sujet du pré-workout. Conseillé ou pas, ça va dépendre, sachant que est-ce qu'il faut acheter un pré-workout déjà bien fait? Oui, si on a une marque de préférence, parce que j'ai quand même déjà essayé pas mal de pré-workout et certaines marques marchent pas trop sur moi. Donc, trouver le bon dosage, tout la bonne marque de pré-workout, et sûr que c'est pas mal. Pré-workout va t'aider là si tu t'entraînes en fin de journée parfois ou en fin de semaine pour garder le même niveau d'intensité qu'en début de semaine, ça peut aider. Parfois, voilà, il y en a qui préfèrent plutôt le caféine. Le Red Bull, c'est encore une autre question. Je suis pas très fan pour les entraînements, mais chacun a sa manière de faire. Par contre, ce qui est primordial pour moi, je le faisais pas avant, c'est bien s'hydrater pendant la séance, bonne boisson d'effort. Et boisson d'effort, c'est quand même important pour, en tout cas, ne pas épuiser trop rapidement les réserves en énergie et donc récupérer mieux entre les séries, ce qui est quand même important pour garantir un entraînement assez pas linéaire, même si voilà, on essaie quand même d'être progressif et puis voilà, vers la fin de la séance réduire. Mais les boissons d'effort, franchement, je conseille. Isotonique, déjà toute faite, je conseille pas trop parce que le dosage de sucre, on a du mal à vraiment gérer le truc. Et parfois, avec certaines barres de sucre, de glucides,
comprends. Ça te fait des coups de barre à début de séance, après 10 minutes, tu prends ça, t'as un coup de mou. Donc, je pense que c'est quand même très important de se faire sa propre mixture de boissons énergétiques à la Astérix Obélix. Donc, prévoyez des recettes pour faire vos propres boissons de sport, boissons d'effort à la maison. Ensuite, dernière chose avant d'aller s'entraîner, prévoir ce qui est nécessaire pour bien s'échauffer. Rouleau de massage, pourquoi pas sur des zones qui vous fait mal, pas des endroits qui sont censés être massés à la balle de tennis, mais qui sont pas nécessaires. Il y a des zones de tension qui sont tout à fait normales. Si on vous appuie sur certaines zones, forcément, vous aurez mal. Et ensuite, vous allez envoyer le message à votre cerveau comme quoi vous avez mal à cet endroit-là et du coup, vous allez vous crisper pendant la séance. Donc, attention, balle de tennis. C'est un kiné qui nous a conseillé ça. Et effectivement, après recul, après test, vrai qu'on envoie quand même un petit message dans le cerveau comme quoi on a mal. Donc attention, allez-y de manière modérée et intelligente. Mobilité par contre au rouleau, en roulant sur le dos, en essayant d'ouvrir la cage thoracique, surtout si on fait beaucoup de poussées en plus, d'essayer d'ouvrir la cage thoracique avant de commencer la séance. Alors, comment se passent les entraînements? Généralement, n'importe quel athlète te dira, il y a la partie échauffement général, on fait un peu les mobilités de poignets, les mobilités de coudes, les rotations de coudes, les inclinaisons, un peu tout. On essaie de chercher un peu de mobilité, en étirement actif et non passif. Actif parce que voilà, on essaie de bouger un petit peu, d'être plutôt en mouvement que de rester longtemps. Parce que si tu restes longtemps, ton muscle risque de faire l'inverse, muscle risque d'être entre guillemets endormi pendant une durée, allez, 1 heure et plus. Donc faites attention aux étirements passifs, sachant que pour inhiber, donc pour endormir certains muscles, pour aider d'autres, pourquoi pas. Par exemple, parfois je fais des étirements passifs, des ischios, mais parce que j'ai pas forcément besoin à ce moment-là d'avoir les ischios qui tirent trop. Donc ça peut être logique si on veut garder par exemple un alignement strict, mais bon, entre guillemets. Voilà, on essaye quand même de rester actif, c'est déjà pas mal. Je le rappelle que l'échauffement il est quand même important parce que, voilà, petite anecdote, quand j'étais à Mayotte, voilà, j'étais encore adolescent, et même plus jeune, je négligeais les échauffements. Pourtant, à l'école, on essaye de vous inclure ça, même si à cet âge-là, c'est pas, je dirais pas important, mais pas nécessaire de vraiment bien s'échauffer. Quand on est jeune, on peut courir, on peut sauter dans tous les sens sans se baisser, mais c'est après. C'est le fait que si on s'habitue pas à le faire depuis très jeune, eh bien, on l'oublie et on le néglige. Et malheureusement, les blessures arrivent de là. Donc, prévoyez toujours ce temps d'échauffement général, articulaire, musculaire, les activations en gainage, un peu tout, avant de commencer une bonne séance. Et après l'échauffement général, on peut aussi inclure une partie cardiovasculaire pour augmenter la température du corps d'1 degré, ou c'est même pas 1 degré, il en faut pour augmenter la température du corps d'1 degré. L'idée c'est comme juste augmenter le rythme cardiaque et puis préparer le corps à subir l'effort physique qui va arriver après. C'est mieux. Donc après l'échauffement général, l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique, c'est l'échauffement dédié à la séance. En musculation, on parle d'un montée en gamme où on est sur un exercice, on met de plus en plus de charges. Donc intelligemment, en calisthénie, on peut pas forcément monter en gamme avec des charges, mais plutôt augmenter le levier de travail. C'est-à-dire que si on apprend un mouvement de poussée ou de tirage, l'effet d'être groupé, d'avoir le genou au-dessus de la poitrine, va faire qu'on est tout petit en boule et plus on va augmenter ce levier pour se rapprocher de la figure finale, plus on est à l'aise. Après, quand tu as un niveau un peu plus avancé, tu n'as pas forcément besoin de passer par les étapes du début, mais voilà, tu peux utiliser l'aide d'un élastique pour délester un tout petit peu le poids du corps, mais il faut savoir gérer ça. Voilà, c'est juste ça. Mais ça se fait bien une fois qu'on a bien progressé. Par exemple, quand j'étais adolescent, si je me rappelle bien, je me chauffais jamais, je sautais partout, je faisais des acrobaties, des saltos arrière, sans jamais m'échauffer les poignets. Ça le faisait. Maintenant, si je m'amusais à faire ça, je serais au fond du garage en une séance, quoi. J'ai essayé d'ailleurs à la dune de Pilat il y a 1 an déjà, et ça, c'était pas la même chose. La plage, tu t'enfonces un petit peu le poignet et tu te fais vachement mal si t'es pas préparé. Quand on prend de l'âge, forcément, on a besoin de plus s'échauffer que si on est enfant. Ensuite, toujours pendant la séance, savoir gérer l'intensité est important. Par ici du corps de la séance, ce qui va se passer pendant la séance. Alors moi, comment ça se passe? Moi, généralement, si j'apprends une nouvelle figure, je commence par les variantes, voir un petit peu où j'en suis ce jour-là avec les variantes plus simples. Si c'est la full planche, je commence par des variantes tuck tuck advance, quelques push-up, tuck push-up et travail à l'élastique. Une fois que j'ai tout préparé, eh bien je me fixe un objectif à la séance, tenir combien de secondes telle
telle seconde en full planche ou telle seconde en straddle ou combien de secondes en front lever ou des répétitions, combien de répétitions sur chaque exercice. L'idée, c'est vraiment se fixer des objectifs et tenir un carnet d'entraînement à ce moment-là est quand même logique si on veut progresser assez rapidement. Donc suivre un programme va t'aider bien progresser. Maintenant, pas obligé d'avoir un programme détaillé noté, mais au moins avoir une ligne directrice de ta séance. Est-ce que faire des tentatives ou travailler à l'élastique tout le long de la séance, c'est quand même chaud pour bien progresser. Ensuite, concernant les tentatives, justement, le stay focus. On le dit souvent, mais quand on s'entraîne avec des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas la même vision avec nous, c'est assez compliqué de garder le focus. Même si je ne dis pas qu'il faut pas s'entraîner en groupe, mais s'entraîner aussi tout seul dans son coin, même si tu es accompagné avec quelqu'un, tu mets tes écouteurs à ce moment-là, tu dis juste, ok, j'ai pour 3 séries le focus attentionnel au maximum. Donc voilà. J'essaie de pas trop me déranger sur ça. Et puis, quand tu es à l'extérieur et que voilà, tu as débloqué ton mouvement, s'entraîner avec d'autres personnes t'aidera à pousser un peu plus ton level. Et voilà, c'est comme ça que je fais généralement. Mais généralement, ouais, s'entraîner tout seul, c'est bien, quand même bien. Enfin, une fois que j'ai fait toutes mes tentatives, je détecte souvent des petites faiblesses. Et à ce moment-là, je fais des renforcements spécifiques. Ça peut être un problème de gainage. À ce moment-là, je pallie à des problèmes avec les planches, par exemple. Ça peut être des exercices où je surélève les pieds en posant les épaules sur une box en résiste, c'est-à-dire en répétition, en montée descente, ou en gainage, ligne planche, il y a tout ça. Maintenant, il faut être assez créatif pour trouver un peu l'exercice spécifique qu'on recherche ou du renforcement d'épaule si on manque d'endurance au niveau de l'épaule, si on sent des petites douleurs, le lendemain on peut aussi renforcer en diminuant l'intensité évidemment et surtout faire de la mobilité qu'on parlera sur la troisième partie. Enfin, une fois que j'ai fini les renforcements de faiblesse, à ce moment-là, retour au calme. Je fais massage au rouleau, exercice respiratoire parce qu'on ne sait pas, mais on le voit pas forcément, mais on est beaucoup en crispation, en respiration au niveau thoracique, voire blocage au niveau de la gorge. Donc, on essaie de travailler sur la respiration un peu plus profonde et plus lente. Ça peut être intéressant d'inclure ça en fin d'entraînement. Et puis, l'étirement en pré-séance, c'est un débat. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ça, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Pourquoi pas même, au lieu de faire des étirements, essayer plutôt de rester en suspension et twister, essayer de faire des torsions, des suspensions avec les pieds un peu surélevés pour décompresser un petit peu les vertèbres. Si on a fait des squats par exemple chargés. Mais voilà, trouver des petits rituels pour aider le corps à commencer à récupérer pour la prochaine séance. Voilà, on passe maintenant à la troisième partie, après entraînement. Évidemment, après l'entraînement, on prend la fameuse douche post-training. Qu'est-ce que je conseillerais? Ça dépend. Si c'est le soir et que tu as besoin que tes muscles se relâchent, prendre une douche chaude, ça peut être intéressant. Maintenant, pour la récupération, prendre une douche froide. Moi, en tout cas, je prends des douches froides, alternées des fois avec douche chaude, ça dépend. Mais ça peut aider à bien récupérer. Sachant que ne pas faire tout le temps des douches froides, ça aussi c'est important parce que si tu fais tout le temps des douches froides, tu laisses pas ton corps se réparer grâce à l'inflammation. En fait, au final, tu récupères beaucoup plus vite. Tu laisses pas l'adaptation. L'inflammation, c'est quelque chose de naturel pour justement ton corps s'adapte et se dit, ok, la dernière fois, il m'a fait subir en faisant cet exercice-là. Maintenant, j'ai mal laissé. À ce moment-là, il faut que je me conditionne à être plus fort. Forcément, l'inflammation, c'est bon signe. Donc, des petites courbatures de temps en temps, ça va. Même si on n'est pas obligé d'avoir une bonne courbature pour montrer qu'on a fait une bonne séance. Parce que les sports de force, c'est beaucoup dans le mental. C'est que 24 heures, pas assez pour la récupération nerveuse. Donc on essaie de trouver des moyens, si on s'entraîne tous les jours ou un jour sur deux, de réduire quand même l'intensité au fur et à mesure de la semaine. Peut-être pousser vraiment fort 2 à 3 fois par semaine, vraiment pousser fort. Et les autres fois, c'est des soft skills, des exercices, soit de renfort, de mobilité, mais vraiment plus léger, quoi. Ensuite, après l'entraînement, c'est quand même important d'apporter le nécessaire à votre corps pour mieux récupérer. Donc, apport de glucides, apport de protéines pour les muscles, apport de lipides, bien s'alimenter après la séance, c'est quand même important pour mieux régénérer les tissus, apporter les bons, manger du riz, manger des pâtes, etc. Je vais pas forcément m'attarder sur cet aspect-là. Tout ça va aider à la bonne régénération des tissus, à la bonne récupération musculaire,
et puis intracellulaires, tout ça, faut en tenir compte. Et même les compléments, et je parle aussi même des électrolytes, on en perd pas mal quand on fait du sport. Manger assez équilibré évidemment, mais apporter un peu du salé, ça peut être intéressant, des électrolytes, du sodium, potassium, trouver l'équilibre magnésium aussi pour la récupération nerveuse et le sommeil important. Et concernant le sommeil, bien dormir aussi va t'aider à bien récupérer. On dit souvent que c'est durant la récupération qu'on progresse le plus. Bien sûr, il faut avoir donné le nécessaire, fait le nécessaire durant l'entraînement, mais généralement le corps s'adapte au moment où on récupère, on dort et on devient plus fort le lendemain parce que, dans le lendemain, mais prochain entraînement, parce qu'on a bien dormi. C'est un peu ce petit moment où j'analyse un petit peu les vidéos, les retours des vidéos que j'ai pu filmer. Sachant qu'entre chaque série, déjà, je le fais. Il y a quand même 3 à 5 minutes de récupération ou plus entre les séries, des tentatives. À la force, c'est ça. Ça me permet d'avoir un peu une sorte de recul de ma séance, puis voir en globalité qu'est-ce qui pêche pour essayer de pallier à ça, en tout cas corriger ces petits problèmes à la prochaine séance. Donc c'est important de faire ces moments-là et puis de noter sur un tableau, un petit carnet ou un petit rappel qu'est-ce qu'il faut essayer d'améliorer sur les prochaines séances. Enfin, dernière chose, ce que je fais, c'est aussi les massages et la mobilité, disons en souffrance, où on va chercher soit en fin d'amplitude ou dans des zones où on n'a pas l'habitude d'être sans avoir de douleur. Bien évidemment, on va quand même sentir un peu de douleur, mais on frôle la douleur, on rentre pas forcément dans la douleur, mais voilà, ça aide quand même à prévenir des potentielles blessures et du coup de repousser un petit peu les potentielles futures blessures. Donc massage au rouleau, travail au bâton, renforcement un peu spécifique des poignets, des avant-bras. Au départ, on néglige quand on débute, mais au fur et à mesure, on essaie de trouver un petit rituel devant un film, devant un jeu vidéo si on veut. Et pourquoi pas au travail, même assis sur une chaise, faire des petits mouvements de mobilité thoracique, de respiration. Tout ça, ça aide à bien récupérer, faire la récupération active et non passive. C'est-à-dire, on essaie de marcher un peu, faire autre chose, des jours de récup, pas toujours forcer le lourd. Il y a pas mal de kinés qui conseillent souvent de faire un peu de natation. Voilà, ça permet d'être un peu délesté, un peu de la gravité, et puis pouvoir revenir en surmontant la gravité encore plus fort. Et c'est ça qui est top dans ce sport. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et que ça t'a apporté quelques idées de comment se passent les entraînements de calisthénie, n'hésite pas à me le dire, me mettre en commentaire ce que t'en penses. Tu peux aussi me mettre quels sont tes rituels, ce que tu fais avant, pendant et après l'entraînement. Et là, ça pourrait aider d'autres personnes. Like, commente ou partage à une personne, à un ami qui souhaiterait commencer la calisthénie. Et si jamais tu souhaites un suivi plus spécifique à une de ces parties ou un accompagnement à distance ou en présentiel, c'était sur Rennes, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai tout ce qui est nécessaire au niveau de matériel dans ma description, au niveau de mon calendrier de réservation d'appel si jamais tu souhaites aller plus loin. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, comme je dis toujours, continue à t'entraîner et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras toi, Wami Nawawi.